Et dans le 11-12, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Jean-Luc Blaise. Bienvenue, Jean-Luc Blaise, derrière Merci ce de m'accueillir à micro, nouveau. vice-président délégué de la CHASM, Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo. La CHASM, vieille dame bien connue et très appréciée à Saint-Malo, même enviée, je crois, par d'autres sociétés d'histoire en Bretagne. Alors, Jean-Luc Blaise, c'est vrai que historique de l'enseignement préélémentaire à Saint-Malo au 19e et 20e, c'est le titre de la prochaine conférence mensuelle proposée par votre grande association. Alors ce sera lundi 17 mars à 14h30. On ne change pas le lieu, c'est à l'auditorium du Carré Edéis. Jean-Luc Blaise, alors vous allez nous parler bien sûr du conférencier qui est Philippe Lombard notamment. Oui, Philippe Lombard, qui est un des sociétaires de la CHASM, qui a exercé son activité professionnelle au Havre, essentiellement dans le domaine du transport maritime, et puis qui a été chargé d'enseignement à l'université et auprès de salariés des grandes entreprises, des compagnies maritimes dans le domaine du transit et de la douane. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la mer. Il adore la mer, la pêche, la grande pêche, les grands bateaux, et il est adhérent de la chasse, mais aussi il est archiviste au musée des Terre-Neuve, mémoire et patrimoine des Terre-Neuve. C'est une ressource précieuse pour vous, la CHASM alors, j'imagine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est quelqu'un d'assez passionné. Et alors il s'est passionné par un élément de l'histoire de son quartier. Il habite sur Saint-Servant. Et il a voulu en savoir plus sur un endroit qu'on appelait l'asile, les asiles des enfants à une période. Alors, il fera justement cette conférence, cette 1495e conférence, en faisant un rappel de l'histoire de l'enseignement en France. Et quand on parle de l'enseignement en France, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Napoléon Ier et de sa création en 1808 de l'université, l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, il y a le bout de l'enseignement, mais justement, c'est la même période où l'on voit arriver, installer des écoles qu'on va appeler primaires, mais avant même, quelque chose qu'on va appeler l'asile. Alors, Napoléon avait créé l'université tout simplement parce qu'il faut absolument cultiver les Français, parce que le nombre d'illettrés est extrêmement important à ce moment-là. Mais pour organiser tout ça, il a fallu attendre la nomination de François Guizot, 1787-1874, voilà la période de vie de François Guizot. Je vais en dire plusieurs mots tout à l'heure parce qu'il est universitaire, il est professeur de la chaire d'histoire à la Sorbonne en 1812. Et puis, alors il a la particularité d'être ministre de l'instruction publique de 32 à 37, mais il avait été ministre de l'Intérieur et puis ministre des Affaires étrangères. À l'époque, vous voyez, on pouvait passer d'un ministère dans l'autre. Alors, ça se fait encore. Hein. Ça se fait encore, on voit l'immigration. On le voit. Oui. Alors, il a été député et ministre, il a été orateur politique et critique, il a été grammairien et historien, puis académicien. Il était aussi, il se revendiquait comme protestant et voltairien. On verra par la suite qu'au niveau de l'organisation, ça aura une certaine incidence. Alors, il va faire voter de nombreuses lois importantes, en particulier, et c'est là-dessus que l'orateur s'arrêtera, sur la création des salles d'asile sur l'ensemble du territoire. Alors, Jean-Luc Blaise, très rapidement, on voit bien que le mot asile ici n'a pas la connotation qu'on peut donner adaptée au monde de la psychiatrie, notamment. Dans ce contexte-là, dites-nous, comment vous le percevez-vous ? Parce que l'asile, d'une certaine manière, et ça va être perçu à ce moment-là comme un peu le refuge de l'enfant. De la même manière que l'on va parler de l'asile dans le secteur de la psychiatrie ou dans le secteur de la gérontologie, comme un peu le refuge de. Et pourquoi ça prend ce sens et ce terme d'asile ? C'est qu'on est
dans une dynamique de révolution industrielle, dans une dynamique de travail des femmes. Et justement, ce travail féminin à l'extérieur de la maison va accroître la problématique de la garde des enfants. Qu'est-ce qu'on va en Les faire ? crèches. Alors, les crèches. Mais justement, c'est le terme d'asile. Le terme de crèche a remplacé justement cette notion d'asile. Et ces salles d'asile sont donc à l'origine, d'une certaine manière, une initiative philanthropique. On va essayer de faire en sorte que ces enfants soient regroupés dans un endroit. C'est occupationnel ? Il y a des activités ? Ah oui, alors c'est tout à fait occupationnel. On va voir qu'il y a des activités mais qui sont très réglées. Et on va voir qui règle ça. Alors, la première asile ouvre en 1826 par Émilie Mallet à Paris. C'est la femme d'un banquier protestant. On est sur cette dynamique philanthropique. Et comme c'est un banquier protestant qui ouvre cette première asile, un riche notable catholique, Jean-Denis Cochin, va créer à son tour, l'année d'après, en 1827, aussi à Paris, une asile de l'enfance. Alors, l'orateur va s'attacher à décrire le fonctionnement de tous ces asiles à partir de l'endroit où il habite maintenant et où fut créé au Pré-Bressel à Saint-Servant la première asile de l'enfance. Alors on y accueillait des bambins de 3 à 5 ans et quelqu'un qui passait à proximité pouvait entendre psalmodier des comptines, annonner l'alphabet et puis chanter des ritournelles. C'était vraiment... Voilà. C'est déjà un éveil, donc, à la fois la musique, et puis on commence à appréhender la sonorité des mots, la musicalité. Tout à fait. Mais c'est encadré, on pourrait même dire gardé, par de vénérables demoiselles d'âge canonique, qui souvent n'avaient pas eu d'enfants elles-mêmes. Quasi religieuses civiles. Et c'était sous la direction d'un comité des dames, et les salles d'asile sont placées en 1837 sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique. Ça va basculer, mais vous voyez bien, dans un premier temps, c'est philanthropique, on va garder, on va demander à des demoiselles qui ont une certaine autorité de garder. Et d'ailleurs, de garder d'une manière autoritaire. Il va falloir attendre Marie-Pape Carpentier, 1815-1925, directrice de l'école normale des salles d'asile à partir de 1848. C'est-à-dire que en 1848, on s'est dit, c'est des dames de bonne volonté qui font ça, mais il faut peut-être donner quand même un cadrage d'une certaine manière. Et Marie-Pape Carpentier va avoir pour principe et pour slogan « aimer par-dessus tout ». C'est le mot d'ordre des salles d'asile. Elle va commencer par appeler à la suppression des châtiments corporels. C'est pour vous dire que ces bonnes dames avaient une certaine autorité. Et une autorité où les claques, les coups de règle, voire le fouet, pouvaient tout à fait être... Alors, notre conférencier insistera sûrement sur le fait que c'était très 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 bien à Saint-Servant. Mais on n'est pas dans le gai savoir là. Voilà, on n'est pas dans le gai savoir. La peur d'être frappé, oui. Effectivement. Et d'ailleurs, Marie-Pape Carpentier va s'inspirer d'un certain Pestazzoli, un pédagogue suisse qui avait un petit peu structuré... par exemple, on va faire des leçons de choses pour répondre à la curiosité naturelle des enfants. On va aller observer dans le jardin, enfin dans la cour. C'est important ce que vous venez de dire, Jean-Luc Blaise. Répondre à la curiosité de l'enfant. C'est un autre paradigme, c'est une autre optique. On amène, effectivement, on n'est plus sur du gardiennage, mais on est sur une dynamique d'intérêt, on s'appuie sur la curiosité naturelle de l'enfant. Alors, peu à peu, l'école maternelle va s'imposer avec Jules Ferry et Pauline Kergomar.
inspiratrice de l'école maternelle de Jules Ferry, inspectrice générale des écoles maternelles en 1880 à 1917. Alors maintenant, les écoles maternelles portent des noms souvent de pionniers dans l'éducation des jeunes enfants. Je pense à Jean Bosco, par exemple. De nombreuses écoles portent le nom de ce grand éducateur qui était Jean Bosco. Et donc, notre orateur... Entre parenthèses, excusez-moi Jean-Luc Blaise, mais par rapport à ce que vous venez de dire, c'est un éducateur et on est dans l'instruction. Donc ce sont deux missions complémentaires, l'éducation et l'instruction, étymologiquement. Alors, éducaré, hein, c'est mettre dans le faire droit sortir chemin. d'eux, Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et l'instruction, c'est moins le côté se mettre dans une norme qui convient à une société. C'est bien plutôt individuellement faire, j'allais dire, remplir un vase qui ne demande qu'à être rempli. Je reprends une expression qui pouvait être donnée Absolument. à ce moment-là. Ouais. Et donc, l'orateur va s'intéresser justement aux écoles maternelles et à la création des écoles à Saint-Malo. Mais il me reste encore quelques minutes. Je voudrais revenir sur François Guizot. Parce que ce François Guizot est le premier qui, en 1833, alors qu'il est ministre de l'Instruction publique, et va créer, il est, je l'ai dit tout à l'heure, professeur d'histoire à la Sorbonne. Il va créer avec 19 autres historiens la Société de l'histoire de France. Et puis peu à peu, il va être, j'allais dire, le fer de lance de la création de sociétés savantes qui s'organisent peu à peu pour impulser, coordonner, financer des recherches, des éditions de textes, la sauvegarde du patrimoine architectural, la constitution d'instruments de travail relevant d'un projet global. On est au milieu du 19e. La Société d'archéologie et d'histoire d'Ille-et-Vilaine est créée à Rennes en 1845. Et puis, on va, en 1899, voir se créer la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo. Ce que vous nous dites, Jean-Luc Blaise, en filigrane, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et alors là, effectivement, on n'a jamais fini. La soif de connaître, elle est... Et je peux vous dire que cet après-midi, la Société d'histoire est ouverte. On va accueillir encore beaucoup de monde. Et il faut voir toutes ces personnes, tous âges confondus, même s'il y a beaucoup de têtes blanches et de grands-parents, mais tous âges confondus, relisent, travaillent un sujet, avancent sur une thématique. Et l'exemple de Philippe Lombard qui prendra la parole pour cette conférence, qui vient régulièrement, c'est tout à fait passionnant. L'esprit bouillonne là encore, même si ce sont des seniors qui croisent aussi des jeunes étudiants, et on est vraiment tout à fait... C'est intéressant, c'est le côté intergénérationnel, c'est vivifiant. Tout à fait. Oui. Et on a une commission qui propose des interventions dans les collèges et les lycées, et nous proposons des expositions. Je reviens à Guizot, puisqu'il a créé le Comité des travaux historiques et scientifiques en 1834, le CTHS, qui justement a pour mission de rassembler ces sociétés d'histoire. Savez-vous qu'en Bretagne, les 5 départements bretons historiques de la Bretagne historique comptent 24 sociétés d'histoire. Et ces 24 sociétés d'histoire, alors certaines ont 50 ou 60 adhérents, il y en a pas mal qui ont entre 200 et 500 membres. La Société d'histoire de Saint-Malo est dans les plus importantes, puisqu'on a 600, et il y a la Société du Finistère qui a 1000 sociétaires. Et en 2024, ce sont 11 328 adhérents qui fréquentent nos sociétés. C'est dire qu'on a encore envie d'en connaître, de l'histoire, du patrimoine, d'écrire des articles qui sont repris dans le secteur universitaire. Les annales aussi. Voilà, les annales, les mémoires. Et puis maintenant, nous venons, mais j'en parlerai la prochaine fois, nous venons de lancer le numéro 8 de l'écho de la chasme, que nous avions lancé pendant la pandémie, puisqu'on ne pouvait pas se retrouver. Et on reprend l'idée, et nous allons lancer le numéro 7, justement, là, qui se met en œuvre maintenant, qui a été distribué à l'ensemble de nos sociétaires. Voilà tout ce qu'on pouvait dire
sur... Vous nous avez donné l'eau à la bouche, si je puis dire. Jean-Luc Blaye, historique de l'enseignement préélémentaire à Saint-Malo au 19e et 20e, conférence proposée par bien sûr la CHASM. C'est à l'auditorium du Carré Déis, lundi 17 mars, 14h30, avec Philippe Lombard, vous l'avez dit. Conférence gratuite et ouverte à tous, néanmoins, priorité aux adhérents jusqu'à 14h15. Tout à fait, Hein ? tout à fait, tout à fait. Merci Jean-Luc Blaise, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour présenter la prochaine prochain. conférence. Et je parlerai d'une conférence de Renaud Blaise sur l'aéroport de Pleurtuis. Ah bah, voilà. Ou l'aérodrome. Prêt à s'envoler. À bientôt.